plus tellement. Vous savez, moi, c'était la chanson dès l'enfance. Je me suis toujours intéressé à la chanson. Je crois que le malheur, c'est exactement la différence qu'il y a entre le rêve et le réel. Je peux échapper au mal en jouant avec les mots. Bien sûr, j'ai besoin d'être aimé. Vous savez, quand on écrit, on fait ce qu'on peut, n'est-ce pas? Moi, je pense que la poésie peut passer partout. Bonjour à tous, bienvenue et merci d'accueillir cette édition de Chansons d'ici, Chansons d'ailleurs. Nous recevons, et par nous j'entends vous et moi, nous recevons aujourd'hui Jean Duineau et Gatou. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour aussi. Pour un livre paru aux éditions Onésime 2000, cher à Serge Sarkissian, un livre intitulé Fabulettes alexandrines, dont Jean Duineau signe les textes et Gatou les aquarelles illustrantes. Jean Duineau, à qui l'on connaît 3 disques superbes de nuances et de subtilité sensible, les Eaux de Marthe en 2000, La Moyenne 2002 et le dernier Époque épique de 2014, me semble-t-il. Oui, c'est ça, il est sorti fin 2013. Ouais. Fin 2013. Je me doutais que le temps passait vite. Oui, c'est décembre 2013. Il était le 6 juin au Théâtre de l'Œuvre pour l'hommage à Michel Barrelier et aussi avec Jacques Bonadier pour l'émission qui lui était consacrée à Michel Barrelier au mois d'octobre dernier, de sorte qu'il est le premier à être présent d'une façon ou d'une autre dans 3 éditions consécutives de Chansons d'ici, Chansons d'ailleurs. Il était au Tourski aux Nuits de la Poésie avec Gilbert Lafaille et Dieu sait si c'était avec de bonnes raisons tant la balance de ses fables penche du côté de la poésie plus que de la morale. Et toujours avec cet amour du mot rare. Dans quelques minutes, nous allons parler de ces fabulettes alexandrines, mais pour ce qui est de présenter Gatou, je laisse Jean Duineau s'en charger lui-même. On écoute Gatou, extrait de Époque épique. Elle a des yeux, 2 étoiles, un rire au saut du berceau. On voit au lin de ses toiles luire au bout de ses pinceaux. Des moulins de la galette et des huiles de château. Elle a tout dans sa palette. Gatou. Vous reçoit la paume offerte, à son cœur aucun verrou. Un verre à sa table ouverte, ce repas c'est le Pérou. Ne plains pas ce qu'elle donne, ce n'est pas son moindre atout. Ah, de l'amour à la tonne. Gatou. Lance un avis de tempête sur l'engeance des salauds. Défends nos amis les bêtes, sur terre, en l'air et dans l'eau. Ça, les animaux, elle aime son toutou, ses 3 matous et moi, je suis le 5e. Gatou. Quand je me crois hérétique, que j'ai mes crises de foi, elle dit c'est hépatique, me rassure à chaque fois. Je préfère à Dieu
Pardienne et à tous les Manitou, ma Séraphine gardienne. Gâteau. Le temps se rit de nos rides, mais il y a ces jours, mes jours, écrits sur l'éphéméride, à tout jamais, pour toujours. Mamie, ma douce Occitane, ma belle de Méito, ma gâtée, ma Gaétane. Gâteau. Gâteau, une chanson signée Jean Duineau. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Gâteau et Jean Duineau dans le studio puisqu'ils collaborent. Ce qui était déjà le cas sur le disque Épique Époque et sur les autres ouvrages, puisque c'est l'illustratrice habituelle de vos chansons et poèmes. Oui, en fait, nous nous connaissons depuis 30 ans avec Gâteau. Et elle a toujours été de bons conseils pour me guider, m'aider à pondre mes chansons. Et puis je lui ai demandé pour les disques, l'idée c'était d'illustrer les chansons. Et à la suite de ça, plus que les illustrations de la chanson, il y avait ce livre que nous avions depuis quelques années en projet. En fait, Gâteau, elle peint dans tous les styles, dans toutes les techniques picturales. Et elle a une prédilection, je veux dire, pour la peinture à l'huile. Elle est beaucoup plus à l'aise. Elle est, comme on le dit dans l'intitulé de sa présentation, elle pense en peinture, elle peint immédiatement. Elle a des qualités de dessinatrice qui font qu'elle se permet de peindre très spontanément sur la feuille, sur la toile, quel que soit le support. Mais c'est vrai qu'elle travaille différentes techniques. Et là, pour les disques, ce fut la plupart du temps des aquarelles. Et pour les Fabulettes alexandrines, elle a travaillé sur les aquarelles essentiellement. Mais encore, je le répète, ce qu'elle fait, en mon sens, de mieux, c'est son travail pictural à l'huile, que j'aime beaucoup. Notamment des thématiques de musiciens. Elle a côtoyé des musiciens de jazz ou classique et elle les a peints de façon très très vivante. Et penser en peinture, est-ce que par exemple dans une situation où vous allez entendre des mots ou des notes, vous, Gâteau, vous allez avoir des images ? Mais oui, c'est assez spontané en fait. Et puis je suis toujours fascinée par le mouvement parce que il n'y a pas deux musiciens qui aient les mêmes postures, qui aient les mêmes gestes. Donc ça, c'est assez fascinant. Parce que on n'y pense pas le reste du temps, mais quand on observe quelqu'un, on se rend compte que déjà par sa posture naturelle, sans rien faire de particulier, ce sont des attitudes très personnelles que chacun a. Et le musicien, pendant son exercice de travail habituel, il a aussi des gestes très particuliers, très personnels. Donc c'est fascinant pour quelqu'un qui observe de voir ces différences. Vous avez une technique qui est basée sur l'observation ? Ben écoutez, j'ai jamais travaillé aucune technique. Disons que je suis née avec une curiosité assez marquée pour les êtres. Voilà, les gens m'intéressent et par-delà leur comportement, leur attitude et quelquefois aussi leur pensée. D'accord, vous avez un regard pénétrant. Ben peut-être, je n'y ai jamais pensé, mais vous avez peut-être raison. Je pense qu'il y a de ça. Je crois qu'elle
quand on parlait de la thématique des musiciens, il y a quelquefois des choses qui n'apparaissent pas dans la gestuelle, mais il peut y avoir une intention déjà dans le travail de certains instrumentistes. Et ça peut être perçu par la peinture. Et notamment, on arrive à déceler ça. Donc dans un travail qui n'est pas forcément du figuratif au sens strict du terme. Quant à le travail au couteau, par exemple, il y a des gestes, mais qui ne sont pas forcément très très précis. Mais en tout cas, l'intention et l'ensemble de ce qu'est le musicien, je pense notamment à des toiles sur Bernard Abeille, qui est très connu, un contrebassiste de jazz qui a accompagné Philippe Forcioli pendant des années, Daniel Huck, saxophoniste. Il y a toujours des intentions que l'on arrive à déceler, mais qui ne sont pas forcément très précisément peintes. Donc on arrive à faire comprendre, et c'est la force de l'imagination et du travail technique, en fait, qui fait ça aussi. Et donc là, il y a une illustration sur chacune des fabulettes. Pourquoi ce titre Fabulette? C'est un clin d'œil à Anne Sylvestre ou... C'était à la fois un clin d'œil à Anne Sylvestre et puis à d'autres auteurs qui nous ont précédés. À Florian, bien sûr, à La Fontaine, mais à Ésope et à d'autres qui ont écrit d'une manière assez moraliste. Bon, c'est vrai que dans ce que vous disiez précédemment, il y a beaucoup plus un exercice poétique que de morale derrière ce que j'ai fait. Mais en tout cas, le titre, c'est un rappel à tout ça, c'est un clin d'œil. Non, mais j'ai insisté sur le fait du diminutif, en fait. Parce que fable, oui, mais fabulette. Parce que ce sont des historiettes plus que... si vous voulez, on a toujours... Quand on parle de fable, on pense aux notions animaux-hommes, toujours. Alors non pas que ça n'y soit pas dans les miennes, mais quelquefois c'est un regard plus d'observateur sur un comportement animal avec le mien de regard. Bon, s'il y a une forme d'observation par rapport à certaines fabulettes, par exemple l'hirondelle et le martinet, il n'y a pas de morale là-dedans, c'est simplement du rythme, une manière d'exprimer les choses. C'est pour ça que le diminutif me paraissait plus cohérent que le terme de fable, qui renvoyait plus à des morales. Effectivement, mais je trouve que c'est un diminutif, alors que vos textes sont peut-être un petit peu plus grands que la fable. C'est comme ça que je les ai ressentis. Mais... Oui, mais je dois aimer les diminutifs. Et est-ce que cette... première fable que nous allons écouter, La mouche et le poète, c'est une petite stigmatisation de l'orgueil de certains? Il y a un peu de ça, un petit clin d'œil. Je l'écris aussi dans certaines de mes chansons, mais c'est la dérision aussi. Ça permet justement de prendre un peu de recul avec ce que l'on croit être sa force, quel que soit le domaine dans lequel on exerce. Donc on écoute Catherine Salvia, sociétaire honoraire de la Comédie Française, qui signe la préface et qui donc en a enregistré 15, 16 13. Et puis il y a des plages de violoncelle. C'est ça. On écoute. La mouche et le poète. Je m'en vais à présent vous conter une histoire où il sera question d'une mouche et de vers. Un poète inspiré devant son écritoire peaufinait un quatrain qu'il avait découvert. Après avoir relu, corrigé l'orthographe, repris un hémistiche et un contre-rejet, il était sur le point d'apposer son paraphe. Une mouche surgit dans le vif du sujet. L'insecte se posa sur la dernière rime, à dessein, et se mit à pondre tout de go. Le poète, ahuri, s'indigne et brame au crime de l'aise poésie devant ses asticots, et soudainement pris d'une fureur rabique, se jeta sur la mouche pour la trucider. L'odieux tempérament, quelle muse le pique, se récrie Lucilie
en jargon mucidé. Elle n'avait point tort. Ô poète farouche, réfrénez votre orgueil, qu'il aille au diable vert. Au lieu de fulminer, d'aller prendre la mouche, souffrez donc qu'elle aussi nous ponde quelques vers. La mouche et le poète, extrait de la 3e partie, si je ne m'abuse, c'est celui qui ouvre la 3e partie. Oui, c'est ça. Pourquoi cette architecture en 3 parties ? Oh, c'était... il fallait aérer, en fait. Je pense que c'était plus ça, de manière à ne pas avoir une suite de fables comme elles sont en livret chez La Fontaine, par exemple. Ça permet peut-être de passer de certains éléments à d'autres. Et donc, du coup, ça donne l'idée peut-être d'une espèce de classement, mais qui n'en est pas véritablement un. Et comment on arrive à faire se rencontrer une fourmi et un éléphant ? Après, c'est... Comment dire ? C'est difficile d'essayer de façon prosaïque d'expliquer ce qui est de l'ordre du sensitif. Il y a des choses auxquelles on pense. Et puis, au fond, à partir de l'imaginaire, je crois qu'on n'essaie pas de structurer quelque chose. C'est l'idée même que l'on est relativement libre en partant des éléments aussi hétéroclites, aussi divers. Et ça nous permet justement peut-être, avec un peu d'imagination, d'aller vers des histoires qui sont totalement improbables, mais qui nous permettent aussi de tirer des petites conclusions, en fait. Ça aurait pu être l'éloge de la différence si la fin en avait été heureuse ? Oui, mais de toute manière, dès lors que l'on commence à le structurer de façon analytique comme ça, c'est beaucoup moins intéressant, enfin pour moi. Dans ce que je fais de moins mal, c'est l'écriture en vers, et donc je l'utilise pour essayer de dire les choses à ma façon, mais on peut en tirer ce que vous venez de dire, effectivement. On écoute La fourmi amoureuse de l'éléphant. La fourmi amoureuse de l'éléphant. Après que la fourmi eut laissé la cigale par devant le buffet méditer sa fringale, elle s'enamoura, de manière grotesque, d'un étrange animal du genre éléphantesque. N'écoutant que son cœur, mu par l'inclination, courut au barrisseur déclarer sa passion. Beaucoup moins passionné, l'éléphant lui objecte qu'il ne peut décemment se toquer d'un insecte. Vous nous imaginez, bras dessus, bras dessous, tous les fourmicidés vont se moquer de vous. Mais l'autre ingénument rétorque au mammifère « Moi je n'aime que vous, c'est vous que je préfère ». Le colosse, promu au rang de séducteur, semblait finalement se rendre à ses ardeurs. Quand le corps potelé de Miss Éléphantesse vint le mettre en émoi. Quelle indélicatesse! Aux attraits de la chair, qui peut rester de bois? Hélas, notre fourmi, ne faisant pas le poids et s'estimant trompée au sens propre du terme, vivement tout à trac, dit à ce pachyderme « Vous n'êtes qu'un goujat, un bel âtre ventru, un gros ventripotent, doublé d'un malotru !» Au lieu de riposter, de répondre à l'offense, l'éléphant, quoi qu'on dise, est parfois sans défense. Il accusa le coup, parut d'abord surpris, puis tourna les talons, affectant le mépris. Depuis, c'est par dépit, pour effacer l'outrage, que la pauvre fourmi met son cœur à l'ouvrage, abat de la besogne et s'adonne au labeur. Tout ça pour oublier son éléphant trompeur. Catherine Salvia qui donc lisait La fourmi amoureuse de l'éléphant. Toujours, c'est un livre CD en fait. Depuis tout à l'heure je parle d'un livre, mais c'est un livre CD. Oui, ça a été enregistré par Catherine Salvia, comme vous disiez, sociétaire honoraire de la Comédie Française. Et est-ce que vous avez été tenté à un moment donné, parce que vous êtes chanteur aussi, donc dire des mots et du texte, ça vous est assez familier, d'alterner les lecteurs sur ce CD ?
À dire les choses, la vérité, nous ne pensions faire qu'un livre. On n'était pas sur l'idée d'un enregistrement. C'est Serge Sarkissian qui, connaissant des comédiennes et des comédiens, a suggéré que ce livre devienne aussi un livre CD avec un enregistrement donnant peut-être de la vie. Et Gâtou apporte sa vision dans les illustrations et donne déjà de la vie aux histoires, mais d'entendre quelqu'un, une comédienne qui plus est, défendre les textes et les dire, ça donne un agrément supplémentaire, il me semble. Voilà. Mais au départ, nous espérions simplement avoir un livre. Je vais pousser l'exigence jusqu'à demander un supplément à l'agrément supplémentaire, si vous voulez bien en lire une. Oui. De votre choix. Alors, le tourteau, la rascasse et le maquereau. Un tout jeune tourteau, imbu de sa carcasse, un jour s'était piqué de battre une rascasse. Or, un vieux maquereau, avec discernement, s'applique à raisonner l'esprit du garnement. Il veut s'interposer, séparer, s'entremettre, mais le crabe entêté, lui, ne veut rien admettre. Alors, d'un coup de queue, en voilà juste assez, la scorpione expédie au loin le crustacé et lui dit « Apprenez, misérable favouille, avant que de vouloir infliger la dérouille à plus puissant que vous, apprenez à marcher. » Puis elle disparaît dans le trou d'un rocher. Et l'autre déconfit, humilié, pince basse, s'en retourna chez lui soigner sa carapace. C'est de ce jour, dit-on, depuis sa tripotée, que le crabe averti avance de côté. On aurait pu, je persiste à le dire, alterner les voix, mais c'est très bien comme c'est. Est-ce que vous voulez que nous écoutions l'abeille ou le lézard ou le moustique et la tipule ? Oh, l'abeille et le lézard, j'aime bien aussi. Bon. L'abeille et le lézard, oui. Juste au bas d'un rucher, sur un pied de lavande, une abeille bruissait, récoltant sa provende. Sans discontinuer, glanait tout bon, tout beau, le précieux nectar qui gonflait son jabot. Consciencieusement, vaquait à son affaire, toujours à butiner sur la fleur mellifère, accueillir le pollen, mettait un point d'honneur. Sans jamais s'arrêter, l'insecte bourdonneur voletait par devant, voletait par derrière, se vouait pleinement à sa tâche ouvrière. À quelques pas de là, par l'effet du hasard, allongé au soleil, somnolait un lézard. Celui-ci, bien heureux, paraissait en reptile. Sans répit, celle-là voulait se rendre utile, se donnant au labeur, du travail le suppôt. Quant à maître Limbert, l'apôtre du repos, parangon du cossard et roi des paresseux, il entretenait l'art et ses tissus graisseux. Le voici maintenant face au cruel dilemme. Ou dormir dans le bruit, ou sortir de sa flemme. Au bout d'un certain temps, lassé n'y tenant plus, de son pas de lin d'or et non moins résolu, il partit suggérer à notre hyménoptère de butiner ailleurs, et sur d'autres en terre. Il vous faut mettre un terme à ce raffut sans frein. C'est vrai, on se croirait au rucher de Montfrein. Allez, volez plus loin, changez donc d'étamine, que cela cesse enfin, que tout ça se termine. Je voudrais de nouveau retourner m'aliter, retrouver le silence et ma tranquillité. À chacun ses démons, à chacun ses hantises. Qui se tue au labeur, qui en fainéantise? L'important c'est la vie, et c'est là l'essentiel, que l'on fasse son lard, qu'on en fasse son miel. L'abeille et le lézard par Catherine Salvia. Auparavant, c'était le tourteau, la rascasse et le maquereau, lu par Jean Duineau lui-même. Jean Duineau que l'on retrouve tout de suite dans une comptine d'inspiration animalière extraite des Eaux de Marthe, son premier album. Le Louvre
cherchant la louve son louveteau. Le louveteau ne retrouve plus son ami Renardeau. Renardeau pleure sa mère qui ce matin est partie. Suivra la trace le père de ses petits. Les petits de la fermière courent au milieu du champ. Le champ se trouve derrière le pommier blanc. Le pommier cache ses pommes sous sa dentelle de fleurs. Les fleurs font la ronde en somme rayonnante de couleurs. Les couleurs sur ton visage se lisent comme un printemps. Le printemps à ton image se dessinera longtemps. Longtemps la plus belle étoile te jalousera le feu qui scintille sous le voile d'émeraude de tes yeux. Tes yeux sont deux avelines que je garde en écureuil. L'écureuil qui les câline devrait en faire son deuil. Je croquerai ces noisettes comme un goulu d'un seul coup. Coup de quenotte en cachette à pas de loup. Le loup a revu sa louve, la louve son louveteau. Louveteau content retrouve son cher ami Renardeau. Renardeau fête sa mère, rentrée cet après-midi, ramenant à la tanière le père de ses petits. Ramenant à la tanière le père de ses petits. Ramenant à la tanière le père de ses petits. Comptine, Jean Duino, extrait de son premier album Les Eaux de Marthe. Voilà, ainsi s'achève ce chanson d'ici, chanson d'ailleurs. On retrouve Jean Duino et Gatou la semaine prochaine pour la deuxième partie de notre rencontre. Portez-vous bien, merci, au revoir. plaisait pas non plus tellement. Vous savez, moi c'était la chanson dès l'enfance. Je me suis toujours intéressé à la chanson. Je crois que le malheur, c'est exactement la différence qu'il y a entre le rêve et le réel. Je peux échapper au mal en jouant avec lui. Bien sûr, j'ai besoin d'être aimé. Vous savez, quand on écrit, on fait ce qu'on peut, n'est-ce pas ? Moi, je pense que la poésie peut passer partout.